C'est ainsi qu'il force la porte du bureau après avoir transpercé de son épée les derniers gardes fidèles. Le fer encore ensanglanté à la main, il apostrophe son père. « Pourquoi as-tu appelé ces chiens de Kémite ?» hurle Shati. « Comment oses-tu pénétrer dans mon bureau en hurlant ?» réplique Tushratta. Shatiwaza est ivre de rage et la réponse de son père le fait sortir de ses gonds. Il brise tout ce qui se trouve à portée de son épée. Le roi reste immobile et le regarde comme un enfant qui fait un caprice en cassant tous ses jouets. Finalement, il décide que cela n'a que trop duré. Shati écume, il est livide. « Oh, je vais te calmer une bonne fois pour toutes et te renvoyer là où tu aurais dû être. Garde !» Shati éclate d'un long rire de dément. Il suffoque et a de la peine à articuler. « Tu n'as plus personne. Aucun garde ne viendra. Tu es fini. Toi aussi, tu m'as trahi. Toi, mon fils. Et maintenant, c'est ton peuple que tu offres à nos ennemis. Pourquoi ? Je ne suis pas aveugle. Tu n'es pas digne d'être roi. Tu es un paresseux, un être sans envergure. Et je te prédis un avenir funeste. » présage Tushratta. Shati ne peut en supporter davantage. Un coup de poing violent jette son père à terre. Le roi se redresse avec difficulté et regarde son fils en face. « Honte à celui qui porte la main sur son père. Cette violence que tu laisses exprimer sera ta faiblesse et ta perte. Tu es un être frustre soumis à ses pulsions et incapable de les dominer. Tu es indigne d'être un chef. » Mais Shati est déjà passé derrière le roi et lui tranche la gorge avec son épée. Le sang jaillit. Le prince laisse tomber le roi face contre le sol. « Tu n'aurais pas dû me parler sur ce ton, vieux fou. » Un soldat entre dans le bureau. « Majesté, il faut partir, l'armée de Pharaon est là. »« Ils sont où ? » ?»« Aux portes de la ville. Viens, des chevaux nous attendent derrière. » Shati et les quelques guerriers qu'il avait emmenés avec lui galopent dans les rues d'Assur et passent par une porte à l'arrière de la ville. Les Kémites arrivent devant le palais majestueux de Tushratta. Le général en second des Terres Noires descend de son char. La première chose qu'il voit est un attroupement désordonné devant les portes du palais et des femmes en pleurs. Un haut dignitaire complètement affolé et désorienté vient accueillir le général Kémite. « Vous arrivez trop tard. Notre roi Tushratta vient d'être assassiné. Qui l'a tué ? Son propre fils. Il est entré dans son bureau, des hommes armés ont tué ses gardes et Shati lui a tranché la gorge. » Le général en second porte la main à son épée et demande au dignitaire « Où est-il maintenant ?» L'homme l'entraîne dans le palais. Il est suivi de ses capitaines. Il est loin. Il est parti à cheval, certainement rejoindre son armée à la frontière nord. Ils arrivent devant le bureau. Des femmes se frappent la poitrine, hurlent. Des hommes s'interpellent en invoquant les dieux. Comment tout cela va-t-il se terminer ? Le roi est allongé sur le tapis. Des médecins sont accroupis près de son corps. Un serviteur amène un drap pour le recouvrir. Le général Kémite se retourne vers ses capitaines. « Ça, ce n'est pas bon pour nous. Pharaon ne va pas être content du tout. » Chers compatriotes, vous avez eu une belle expression. Je suis devenu aphone et j'ai pourtant tant de choses à dire. L'écho de ces mots résonne en moi par ce jour pluvieux quand mes montagnes ensevelies sous les nuages restent, elles aussi, silencieuses. Je ne les sens pas désespérées, peut-être parce qu'elles savent depuis longtemps que le soleil reviendra et avec lui la même symphonie pastorale dont chacun est l'acteur et le spectateur médusé par tant de beauté. Elle est complicité, écoute et fulgurance. Elle est vivante et joyeuse. J'aime la France. J'aime sa plus anodine route départementale, comme j'aime Chambord. J'aime Calais, comme j'aime Calvi, Bordeaux, Paris, Sarcelles. J'aime les petites vieilles de la montagne, comme les jeunes qui traînent leur ennui au pied des tours. J'aime ces poètes, comme ces ouvriers. Le jeune homme est encore perdu dans ses réflexions quand il arrive à ce qui tient lieu apparemment d'espace d'attente. 3 fauteuils y sont regroupés autour d'une table basse au milieu du couloir. Le petit robot lui propose de s'asseoir et précise de sa voix suave que Mrs. Parsons va le recevoir avant de s'éclipser. Dans la salle de réunion vitrée, en face du siège sur lequel il s'est installé, Pierre observe une femme d'une 40aine d'années, blonde frisée, habillée d'un tailleur gris et maquillée avec soin, qui s'agite devant un homme de dos en jeans, baskets et chemise blanche. Elle est manifestement très énervée. Lui est affalé sur son fauteuil, les pieds sur la table qui le séparent de son interlocutrice. Elle multiplie les gestes d'agacement.
il ne bouge pas d'un iota. Elle pointe vers lui son index d'un air menaçant. Il reste impassible. Quand elle s'aperçoit soudain que Pierre est en train d'observer leur comportement au travers de la vitre, elle se calme instantanément, adresse quelques mots brefs à son vis-à-vis et se dirige vers la porte. « Pierre, quel plaisir de faire ta connaissance. Entre donc. Nous sommes heureux de t'accueillir chez Phébé. » Si l'anglais ne permet pas de distinguer le tutoiement du vouvoiement, l'usage du prénom s'est imposé immédiatement. C'est comme cela chez Phébé, on est cool. Je suis Nelly Parsons, manager à la gestion des talents. Et voici Tim O'Brien. Il est responsable du département information et tu as la chance qu'il soit ton mentor et qu'il suive avec moi ton intégration chez Phébé. L'homme, qui doit bien faire 1,95 m et peser un quintal, se lève. Il est toujours de dos. Il rentre lentement un pan de chemise dans son pantalon, racle sa gorge 2 fois, puis se tourne enfin vers Pierre. « Hé, rookie, pas de bol, t'es tombé sur moi. Tu ne pouvais pas trouver pire. Mon dernier rookie, il est encore en train de réfléchir au sens de la vie à l'hôpital psychiatrique de Palo Alto. 12 mois ça m'a pris, mais maintenant, il est à point. » O'Brien part dans un grand éclat de rire. Son visage est rude, son cou épais, sa poignée de main brutale. En dépit de l'apparence, il a pourtant un certain charme dans ses manières. Pour Warren Buffett, on vend toujours trop tôt ses actions ou ses actifs. La croissance de l'économie est un phénomène inéluctable et les entreprises bien gérées ou les actifs bien choisis en profiteront forcément. Il faut croire en la capacité qu'ont les entreprises à créer de la valeur et à réaliser des acquisitions pertinentes. C'est grâce à leur travail que les valorisations des entreprises et donc le cours des actions augmentera. D'une manière générale, Warren Buffett veut expliquer ceci aux investisseurs. Mieux vaut investir dans des actifs productifs, à condition de bien les choisir plutôt que de sécuriser son argent. Acheter des choses durables. Warren Buffett recommande de ne pas acheter des entreprises dont l'environnement ou l'activité va changer rapidement. Il faut acheter des business stables, durables dans leur activité et qui ont des états financiers solides. Les modes sont un vrai danger selon lui, et c'est pour cela qu'il s'est longtemps tenu à l'écart des valeurs Internet ou innovantes. Certes, il a investi dans IBM, mais c'était à l'époque où l'entreprise avait un quasi-monopole sur la fabrication d'ordinateurs professionnels. La rapidité de changement de ces industries lui fait peur. Fin 2016, Berkshire Hathaway a investi pour la première fois dans une valeur technologique, Apple. En 1996, juste avant mes 14 ans, j'étais scolarisé à Moret-sur-Loing. Après avoir passé une magnifique journée à l'école, joué les playboys au collège et traîné avec ma bande d'amis fait le beau auprès des filles, un éducateur vient me chercher devant l'établissement et me reconduit au foyer des Brandons de Champagne-sur-Seine, un petit village non loin de Melun, en Seine-et-Marne. Il était 17 heures passées. J'attendais dans le foyer l'heure du repas, prévue à 20 heures. La nuit commençait à tomber. J'étais en train de jouer à la console avec Jean-Marie et Frédéric. Quand tout d'un coup, je ne me sens pas bien. Crise d'épilepsie, je suis dans le noir. Je me réveille 3 semaines plus tard et j'ai perdu la vue. On m'apprend que je sors du coma, qu'il ne faut pas que je m'agite. Je demande au médecin pourquoi je ne vois rien. Je commence à paniquer sur mon lit d'hôpital avec tant de tuyaux branchés sur moi et je sens les larmes qui coulent sur mes joues. Les médecins et infirmières essaient de me calmer, me disant qu'il ne faut pas que je m'inquiète, qu'il n'y a rien de grave pour ma vision et que d'ici quelques semaines, je vais la recouvrer. Du haut de mes 14 ans, je suis un peu rassuré, en même temps, j'ai le cœur noué. Je crois qu'une infirmière m'a donné un sédatif et je me suis endormi. Au-delà de l'extraordinaire histoire de Marcus Atilius, on s'interroge naturellement sur les clés de sa réussite. Comment, en effet, un homme ordinaire est-il parvenu à accomplir de tels exploits ? Était-il simplement doué pour le combat ou disposait-il d'un état d'esprit particulier ? Cette histoire incroyable nous amène à réfléchir plus largement. Quels sont les éléments fondamentaux nécessaires pour réussir ? Quel état d'esprit faut-il posséder pour atteindre de tels résultats ? Comment libérer son potentiel et dépasser ses limites ? Par ailleurs, quelles sont les méthodes pour adopter de bonnes habitudes ? Comment franchir les obstacles en chemin ? Comment se fixer de bons objectifs et les atteindre ? Ce guide pratique va répondre à toutes ces questions, et bien d'autres encore. J'ai choisi un format court pour aller à l'essentiel. Au travers d'histoires inspirantes de personnalités d'exception, ce livre audio vous dévoile 12 principes essentiels qui vous aideront à libérer votre potentiel et à tirer profit du meilleur de vous-même. J'entends par libérer son potentiel l'action de faire éclore le meilleur de soi.
Autrement dit, il s'agit de découvrir ses aspirations profondes et de se donner les moyens de les réaliser. C'est aussi une façon de lâcher ses freins, de libérer ses talents et de vivre en cohérence avec ses valeurs. C'est enfin pouvoir accomplir ce pourquoi on est fait en tenant compte de ses capacités. Par ailleurs, la complexité de la vie ne peut se réduire à de simples règles à suivre. C'est pourquoi je vous offre ces conseils sous la forme de principes à adapter à votre situation. Issus d'histoires vraies de champions et de leaders renommés, ces principes demeurent avant tout des repères et une source d'inspiration. Cela étant dit et sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement et à tourner les pages qui suivent. Vous découvrirez de belles histoires, à la fois surprenantes et instructives. Elles transformeront, j'en suis convaincu, votre façon de voir les choses et votre vie. La chute de blocs et l'effondrement du toit de la galerie sont responsables d'un grand nombre d'accidents, car les mineurs ne porteront pas de casque de sécurité avant 1950. De plus, le boisage permettant de sécuriser le toit est à la charge du mineur. C'est pourquoi, payés à la quantité de minerai extrait de la mine, les mineurs choisissent trop souvent de continuer à extraire du minerai même en situation périlleuse. Ainsi, le 7 février 1935, Jean-Pierre Bauch prononce un discours enflammé, dans lequel il dénonce la pénibilité et la dangerosité du travail dans la mine. Jean-Pierre Bauch est d'ailleurs licencié pour avoir osé prononcer un tel discours. Pourtant, la mine Valerte le réintègre presque immédiatement dans ses fonctions. 5 jours plus tard, soit le 12 février 1935, il meurt dans un accident de travail, quand un bloc de roche lui tombe sur la tête alors qu'il cassait du minerai avec une masse dans son chantier de la couche jaune. Son discours sur l'insécurité dans les mines restera dans les mémoires pour avoir été prononcé quelques jours avant ce terrible accident. Son combat n'aura pas été vain, car en 1936, en signant leur première convention collective, les mineurs obtiennent notamment que le boisage soit dorénavant rémunéré.